Il y avait eu un tremblement de terre, justement, dans le nord de l'Inde. J'étais sûr que j'étais mort. Ça prend du temps avant de comme vibrer, genre aux mêmes vibrations que l'Inde. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Dans cet épisode, on a reçu mes amis Juliane et Martin, un couple d'amis vraiment super attachants que j'ai rencontrés dans un festival de musique. Ça fait à peu près 2 ans de ça. Puis, ils ont complètement exploré la planète. C'est incroyable, les histoires de voyage qu'ils ont à raconter. Puis, ça faisait vraiment longtemps que je voulais qu'on fasse un souper, un apéro pour qu'ils nous racontent leurs expériences de voyage. Puis, ben là, on s'est dit, ben on va les inviter au podcast. Comme ça, tu vas pouvoir écouter le récit de leurs aventures autant que nous, tu sais, comme ça, on peut vous les partager aussi. Fait qu'ils sont venus nous raconter notamment leur voyage en Inde. Aussi, c'est comment de voyager en couple, les pour et les contre. Puis, dans la deuxième partie de notre conversation avec eux, ils nous parlent de Burning Man. Ils sont allés l'automne dernier pour la première fois à Burning Man, qui est le rassemblement international dans le désert du Nevada, que beaucoup de gens connaissent, mais c'est toute une aventure de se rendre jusqu'à Burning Man. Puis Charlie et moi, on se posait la question comme, ça vaut-tu encore la peine d'aller à Burning Man? Puis ben, vous allez découvrir la réponse. En tout cas, eux, ils disent que ça a tout simplement changé leur vie. De façon positive. Ouais. C'est une expérience folle. Et donc, on a une belle conversation avec eux. Un podcast qui est présenté par Eros et compagnie. Et on vous rappelle qu'en utilisant notre code promo BACKPACK15, ben, vous pouvez avoir 15% de rabais sur leur site et compagnie, erosetcompagnie.com. Alors, bonne écoute de cette première partie. Bonne écoute. Allô, salut, Juliane et Martin, ça va bien? Oui, Hey, ça va bien. Oui, hey, on est tellement contente de vous recevoir aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai plein de questions à vous poser sur vos voyages. Fait que bienvenue, merci d'être au podcast Les Backpackeuses. Merci d'être ici aujourd'hui, d'avoir bravé la tempête de neige. On est là. On est là, content de vous rencontrer parce que ben, Pascal vous connaît, vous êtes amis. Mais nous, c'est la première fois qu'on se voit. J'aime ça, à toutes les fois, on inverse, puis on reçoit des gens qu'on rencontre pour la première fois. Puis j'ai tellement entendu parler de vous parce que je pense que vous avez tout un parcours de voyageur, là. Puis notamment de voyageurs en couple, en fait. Parce que ben, vous êtes un couple dans la vie. Et ben, vous êtes partis, si je me trompe pas, l'année passée. Oui, c'est ça. On veut entendre vos expériences de voyage puis vos anecdotes croustillantes, tout votre parcours aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Fait qu'on va vous poser des questions puis on veut vraiment entendre vos histoires les plus divertissantes de voyage. Fait que si on commence avec votre premier voyage que vous avez fait en couple, ça remonte à l'hiver dernier en Inde. Vous êtes parti en Inde. C'est quand même une destination qui est pas facile, qui est pas simple. Ça te sort de ta zone de confort. Moi, je suis pas encore allée. C'est vraiment une destination qui m'intéresse. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de savoir comment ça s'est passé, votre voyage. Ça a duré combien de temps? Est-ce que vous étiez en backpack? Est-ce que vous étiez en hôtel? Racontez-nous votre récit. Écoute, ça démarre quand même où est-ce que Juliane me posait la question. Elle m'a dit, j'aimerais ça partir en voyage, mais vraiment, je vais être totalement dépaysé. Je veux sortir de tous mes standards et c'est pour ça qu'on a choisi l'Inde ensemble. L'Inde, c'est un pays que moi j'adore. J'ai été plusieurs fois là-bas. Et je savais qu'en l'apprenant et sur un tapis volant et l'emmenant là-bas, ben, c'était un peu comme si tu t'en vas sur une autre planète. Donc, c'était un peu notre premier élan. Ouais, toi, c'était ta première fois en Inde? Non, c'était ma deuxième fois. Ouais, j'avais été avec mes parents au Ladakh. Le Ladakh, c'est la province la plus au nord de l'Inde. Puis, ouais, j'étais allée 3 semaines avec eux en 2018. Puis toi aussi, t'avais été... c'est drôle parce que il y a plusieurs endroits que j'ai voyagé, que je suis allée avec mes parents, que Martin est aussi allé avec ses enfants.
Fait qu'en tout cas, on a comme un peu des anecdotes comme ça. Fait que moi, j'avais été avec mes parents 3 semaines en 2018, puis ça a été vraiment marquant. Là. Mais tu sais, j'avais beaucoup voyagé avant, mais l'Inde, c'est quand même, c'est une autre planète. Puis... fait que là, c'est ça, après la pandémie, tu sais, j'avais passé 2 ans, tu sais, un peu faire du cocooning à la maison, puis j'avais le goût vraiment d'un choc culturel. Là. Je suis comme, moi, je veux voyager et j'ai le goût de vivre quelque chose d'intense émotionnellement. J'avais le goût de me sortir de ma zone de confort, juste comme être dans la gratitude par rapport à tout ce que j'ai dans ma vie. Fait que... C'était-tu le premier voyage que tu faisais après la pandémie, au fond? Non, j'ai été au Portugal durant la pandémie 2 fois. Mais c'est ça, je voulais un voyage. Quelque chose de plus exotique, là. Oui, mais je voulais un choc culturel. Okay. Je voulais être sortie de ma zone de confort, puis mon Dieu, ça a fonctionné. OK. Fait que vous êtes parti combien de temps? 3 semaines. OK. En backpack. Backpack, ouais. Puis là-bas, c'était quoi? C'était des hôtels? Comment ça fonctionne au niveau hébergement? Bien, c'est parce que l'Inde, c'est bien différent. On avait déjà des façons de voyager qui étaient différentes aussi. Là. C'était un peu comme notre premier voyage officiel, peut-être dans des pays un peu plus, je dirais, du tiers-monde, entre guillemets, si on peut le prendre en considération comme ça. Et le fait elle avait quand même une certaine structure, des fois de dire, OK, je regarde sur Airbnb ou je regarde sur... c'était quoi donc? Booking.com. Tu regardes pas Booking.com pour l'Inde? Oui, c'est ça. Elle regardait de cette façon-là. Je suis habituée de tout réserver d'avance. Tu sais, comme j'aime ça savoir mon itinéraire. Tu sais, la Vierge en moi est tout le temps comme très organisée. Mais l'Inde, c'est pas comme ça. J'ai appris dès la première soirée qu'on est arrivé à 3 heures du matin. Comment ça? Vous aviez booké? Non, on avait justement... Moi, j'ai l'habitude d'aller en Inde et je dirais toujours, le voyage, en fin de compte, c'est d'aller avec qu'est-ce que la vie te présente. Donc, moi, je planifie habituellement à strictement rien. Les deux contraires. J'aime ça. Les deux contraires. Et là, c'est sûr que... Même la première journée, quand tu arrives en Inde, rien de booké. Rien de booké. Lui, il est 3 heures du matin dit, et on débarque dans le coin de la Pargan. Je sais pas si vous... En tout cas, c'est quand même très particulier comme... à Delhi, là. Donc, on n'avait pas vraiment d'hôtel, donc... Puis vous arriviez la nuit, en plus. Ah non, moi, j'étais déstabilisée, là. J'étais comme... Moi, tu sais, il était 3 heures du matin, il faisait noir, c'était comme... Puis là, je suis comme, OK, où est-ce qu'on s'en va? Puis là, Martin, comme, on va aller voir les hôtels. C'est comme 3 heures du matin, puis middle of nowhere. Oui, c'est ça, c'est spécial, parce que l'Inde, tu sais, il y a énormément de monde durant le jour, mais la nuit, c'est qu'il y a un autre occupant, c'est les chiens. C'est les chiens qui prennent possession des rues pour aller manger des trucs. Puis c'est beaucoup des gangs de chiens entre eux autres. C'est un peu comme une mafia, là. Donc, il y a toute une ambiance un peu... cacophonique. Ça jappe entre eux autres. Ça nous met aussi... on voit qu'on arrive sur leur territoire, là. Donc, ils peuvent être potentiellement dangereux aussi? Moi, je me suis déjà fait mordre par un chien en Inde, ouais. Ça surprend quand tu sors de l'avion de te faire mordre. Là, c'est pas ce moment-là. Fait que là, vous êtes partis comme quoi, cogner aux hôtels puis faire allô, est-ce que vous avez une nuit de disponible, une chambre? Moi, je suivais Martin, j'ai dit là, c'était ton idée de pas réserver rien, là, go. Débrouille-toi. Oh my God. Mais il y a eu une évolution au cours du voyage que je trouvais qui était intéressant parce qu'après, là, elle tirait à la couverte de son bar en disant non, là, faut booker. Mais j'ai dit, ouais, mais l'Inde, c'est pas ça. Parce que l'Inde, il faut vraiment que tu ailles en pleine ouverture. Si tu veux vraiment vivre l'Inde, c'est comme ça. Si tu es trop, un peu comme à l'occidental, trop planifié, tout ça, tu vivras pas la même expérience. Mais quand tu dis l'Inde, c'est pas comme ça, c'est parce que eux, ils organisent pas, ils ont pas l'habitude ils font les choses au jour le jour, fait que c'est un peu pour toi parce que tu as le désir de faire les choses de la même manière que les locaux, c'est pour ça? Je le sais pas. Moi, j'ai toujours voyagé de cette façon-là. Je suis quelqu'un à lequel j'ai toujours été à l'écoute des messages. Et puis les messages, ben ils sont vraiment... beaucoup plus marquants quand tu fais simplement ouvrir tes yeux, ouvrir ton cœur, puis les accueillir, plutôt que toujours vouloir planifier. Donc, moi, j'ai toujours voyagé sans aucune planification, même quand je partais avec mes enfants ou quoi que ce soit, on n'arrivait, pas d'hôtel. OK, fait que pas juste en Inde pour toi, là. C'est comme ça que tu voyages dans tous les pays. Dans tous les pays. J'ai jamais vraiment réservé d'hôtel à l'avance, peut-être en allant à Cuba avec un tout inclus, je peux comprendre. Mais vraiment, les voyages backpack, j'ai jamais planifié quoi que ce soit ou réservé à l'avance. Puis tu voyageais aussi dans une autre époque où est-ce que l'Internet n'existait pas, les téléphones. Fait que je pense que tu as gardé cette façon de voyager-là. Puis ça te plaît. Tandis que moi, j'ai toujours voyagé avec mon téléphone réservé. Fait que moi, c'est ma zone de confort. Mais
Oui, Exact. parce que toi, t'as appris à voyager de cette façon-là. Pas d'Internet, pas de cellulaire, pas de Booking.com, pas d'Airbnb. Fait que pour toi, au fond, c'est juste de continuer de la même façon que tu as commencé à voyager. Bien, souvent, c'est ce que je dis, c'est que j'ai été chanceux de pouvoir évoluer dans, je dirais, l'histoire chronologique de l'évolution de notre société ou même de l'humanité. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu à une époque où ce que le mot liberté prenait sa plus belle définition. Parce qu'en fin de compte, il n'y avait aucune dépendance. Donc, tu arrivais, c'était beaucoup plus avec une relation de cœur à cœur, de se plonger dans des regards de gens qui sont dans une autre culture, qui sont dans une autre époque, en fin de compte. Parce qu'il y a un moment donné, je suis parti justement avec un campeur. Je suis parti plusieurs années en Inde, depuis l'Europe. Et ça, je trouvais que c'était ma machine à voyager dans le temps. Avec un van, c'est ça? Avec un campeur, oui. OK. Ouais. Mais justement, parce que moi, je suis jamais allée en Inde, j'imagine, vous l'avez dit, c'est un autre monde. C'est quoi, là, vous êtes arrivé, là, mettons, à 3 heures du matin, chercher des hôtels. C'est quoi le vibe, le premier vibe que vous avez eu, la sensation? Est-ce que vous vous sentiez en sécurité? Est-ce que, là, c'est sûr qu'il y avait les chiens, c'était la nuit, là, il y avait un contexte, mais de façon générale, c'était quoi? Oui, moi, je me suis toujours sentie en sécurité en Inde. Avant de voyager avec Martin, en fait, c'était mon premier voyage de couple. Moi, j'ai toujours voyagé toute seule, comme en tant que femme. Fait que je suis habituée d'être toute seule, puis de genre vraiment de suivre mon intuition, faire confiance aux gens aussi. J'ai comme développé cette intuition-là. Mais en Inde, j'ai jamais eu... je me suis jamais sentie en danger. C'est sûr qu'on allait aussi dans des endroits touristiques, puis on était à Delhi. Puis le fait que je sois avec Martin, veut pas... J'avais quand même une zone de confort, puis tu sais, j'étais avec un homme qui a voyagé, il était genre 12 fois en Inde. Fait que j'étais très confortable avec lui. Fait que non, je me suis pas sentie en danger, surtout pas à Delhi, là. On a trouvé quelque chose assez rapidement, puis... Bien, l'Inde, c'est un des endroits où est-ce que tu sens pas le danger. Mais est-ce qu'il est présent? Ben oui, c'est sûr. Je pense plus pour une femme. OK. Je pense que ça, c'est quand même différent. Je pense que l'approche est fondamentalement différente entre un homme et une femme, ça c'est sûr, parce que culturellement, ça part déjà avec deux chemins qui sont bien différents. Puis tu sais qu'en Inde, tu sens pas le danger comme comparativement à d'autres pays? Tu sens moins le danger que d'autres pays? C'est parce que philosophiquement, les hindouistes, c'est sûr que tu as une grande portion musulmane aussi, mais il y a quand même une très belle harmonie, malgré des fois, on va être influencé par ce que les médias vont vouloir nous passer, mais souvent, moi, j'ai jamais vu quoi que ce soit où que j'ai senti en Inde que je pouvais être en danger. Jamais. Au Pakistan, c'est autre chose. En Afghanistan, c'est autre chose. Ou en Iran, mais en Inde, je n'ai jamais ressenti, et pourtant j'ai bien des anecdotes avec lesquelles j'ai été confronté, peut-être à certaines choses, mais ça se règle toujours avec une grande ouverture d'esprit puis une grande ouverture de cœur. C'est des gens qui, malgré le fait que dans leur quotidien, sont dans une survie, ça n'empêche pas qu'ils ont un grand, grand cœur. Je dirais même jusqu'à dire que le peu qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont rien sont même prêts à le partager. C'est une toute autre philosophie par rapport à ici. Là. Ou d'autres pays, tu vas aller des fois puis je ne veux pas porter de jugement là-dessus, mais il y a certains autres pays sur d'autres continents dans lesquels tu as l'impression d'être un peu plus un signe de pièce sur deux pattes. Là, parce que tout d'un coup, tu deviens un peu comme vulnérable par rapport à qu'est-ce que tu représentes, parce que tu es quand même... tu es une banque sur deux pattes. Là, mais moi, j'ai entendu parler de l'Inde que tu te fais approcher énormément. Je sais pas si c'est, au fond, par des mendiants, parce qu'ils veulent de l'argent ou parce qu'ils veulent te prendre en photo ou parce qu'ils veulent te toucher, mais des personnes que je connais qui sont allées en Inde, t'es constamment challengé dans ta bulle. Tu sais, on a l'habitude de respecter l'espèce de bulle de chacun puis de respecter une certaine distance. Puis c'est ça que j'ai entendu beaucoup dire, que comme tu te fais tout le temps... attaquer dans le sens ta bulle n'est pas respectée, mais c'est pas pour te faire demander de l'argent, tu dis? Ben, c'est pas nécessairement. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mendiants ici à Montréal qu'il peut y en avoir en Inde. Là. D'un point de vue, ce à quoi tu es confronté, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mendiants ici. Mais oui, en Inde... On ne s'est pas fait énormément mendier avec des gens qui viennent Non, ils vont être là. Il y a beaucoup de mendiants.
qu'est-ce que en tout cas, moi, qu'est-ce que je trouve que je me suis fait beaucoup demander, c'est de nous faire prendre en photo. Mais moi, j'ai habité 2 ans en Chine, j'ai enseigné là-bas 2 ans, fait que j'étais habituée d'être entourée d'énormément de monde puis d'être un peu genre le centre de l'attention. Parce que veux pas en Inde, quand t'es un touriste, tous les gens te regardent puis ils viennent te voir. Puis c'est aussi une chose aussi pourquoi je me sentais pas en danger, c'est qu'en tant que voyageur, c'est comme ils sont tellement curieux, les Indiens, ils viennent te voir, ils veulent jaser avec toi. Fait que je me sentais jamais en danger parce que je me sentais toujours bien entourée avec... Parce qu'ils bon Dieu, ils ne te veulent pas de mal. Ils veulent juste, exemple, prendre une photo avec toi comme si t'étais Céline. Ils veulent jaser. Genre? Ouais. Moi, je dirais... T'es comme une superstar là-bas. Je dirais quelqu'un qui a des problèmes d'estime de soi. Tu vas en Inde, tu vas en Inde. Parti pour la gloire. Et c'est une des plus belles thérapies que tu peux avoir parce que c'est des... Écoute, ils se mettent en file, la fameuse expression, ils se mettent en file indienne. Des photos. Je sortirais de là avec la grosse tête. Mais de l'autre côté, je trouve ça, c'est le fun parce que j'ai vécu aussi une autre époque où c'est nous autres qui se promenaient avec des caméras puis on voulait photographier les gens puis c'est eux autres qui étaient un peu comme mal à l'aise en disant « Hey, pourquoi que tu me photographies ou qu'est-ce que tu veux? T'es-tu en train de mettre mon esprit dans ta boîte? » là, Tandis que là, c'est l'envers du décor. Là, c'est nous autres qui se fait prendre en photo et c'est ce qu'on se disait. Je dis « Écoute, moi, habituellement, c'était plus l'inconfort venait de l'autre côté, tandis que là, c'est nous qui exprimons un inconfort parce que on vient qu'ils empiètent sur notre bulle, comme tu disais. Et ça, ben, c'est toujours un peu spécial. Il ne faut pas oublier, ils sont 1,3 milliard de personnes. Et c'est quand même... c'est sûr qu'il y a plus de gens, je dirais même plus au pied carré, au pouce carré. Donc, c'est normal. Là. Mais sont encore sont encore surpris de voir des Occidentaux, des Blancs, parce que pourtant, je veux dire, ça fait longtemps que c'est ouvert au tourisme, l'Inde, puis il y a beaucoup de gens qui voyagent là-bas. Fait que vous vous sentiez encore comme si les gens étaient surpris de vous voir? Bien, pas nécessairement surpris. Ça dépend des endroits. Comme on a commencé à Delhi, après ça, on était à Varanasi pour le festival Holi, c'était aussi de nos highlights, là. Le festival des couleurs, là, avec là, toute la poudre de couleurs. Là. En tout cas, on peut en reparler une autre fois, là, mais ça, c'est vraiment, ça a été un beau highlight. Puis, ouais, mais je pense que c'est ça, à ce moment-là, à Varanasi, il y avait tellement de touristes, parce que c'est comme une fête hyper importante pour les hindous. Donc, le pourcentage touriste indien était comme minime. Tandis qu'après ça... Oui, mais attends un peu, je m'excuse d'intervenir. Il n'y avait pas de touristes blancs. C'est des touristes indiens qui étaient là. C'est important de mettre la nuance parce que on avait très, très peu d'Occidentaux. Mais le tourisme indien, il ne faut pas oublier, c'est ce que je disais des fois. Puis, excuse-moi, je te laisse repartir avec ça, mais... Tu sais, il y a un pourcentage qu'il faut prendre en considération en Inde. Tu sais qu'il y a 10 % de la population qui sont extrêmement riches, qui sont archi-millionnaires. Mais 10 % de 1,3 milliard, c'est quand même 130 millions d'archi-millionnaires. C'est 3 fois la population du Canada qui sont archi-millionnaires. Donc, le tourisme indien, local, a une ampleur incroyable. Et puis, à Varanasi, c'est le lieu qui est sacré, c'est le lieu qui est convoité où ce que chaque hindou doit passer durant sa vie terrestre, doit passer à cet endroit-là. C'est une des 7 villes sacrées. Et puis, le but ultime, c'est de mourir là et vivre la crémation là-bas directement sur place pour que tes cendres puissent partir dans le Gange. Donc, excuse-moi, je voulais quand même mettre ça un peu comme anecdote parce que c'était pas du tourisme occidental. Oui, puis ça dépend de l'endroit parce qu'après ça, on était à Rishikesh, qui est la capitale du yoga. Puis là, en même temps, il y avait genre un gros festival, je pense, mondial ou international de yoga. Donc là, il y avait énormément d'expats puis d'occidentaux. Fait que là-bas, on était plus... On faisait partie de la gang, là. Fait que on était beaucoup moins sollicités. Mais Varanasi, puis des petites villes, quand on était en moto dans les Himalayas, des petites villes, ben là, t'arrêtes, puis c'est comme, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu des touristes ou des Occidentaux. Fait que je pense que ça dépend de l'endroit où est-ce que t'es. Tu sais, comme au Taj Mahal, je veux dire, c'est... Oui, là, vous vous sentiez un parmi tant d'autres, dans les endroits les plus prisés, touristiques. Ça dépend de l'endroit où est-ce que t'es, là. Mais à la base, vas-y. Excuse-moi, puis il faut aussi prendre en considération le fait de l'évolution. Tantôt, je veux juste reprendre sur le fait du pourquoi qu'ils nous prennent tant en photo. C'est parce que c'est l'évolution aussi des réseaux sociaux. Parce que là-bas, c'est une mode présentement où ce que chacun doit promouvoir son identité personnelle puis essayer de l'élever parce qu'il y a quand même une influence occidentale. Donc, c'est beaucoup pour garnir leur compte Instagram.
Mais comme... Donc, c'est pour ça que pour eux, pour se rehausser, ben, c'est de dire, hey, si je me prends en photo avec un étranger, ben là, ils vont être un peu comme... un petit peu plus sur un piédestal dans leur communauté. Donc, c'est un petit peu ça, parce qu'on en a parlé avec des Indiens, puis c'est vraiment un peu comme... C'est plus l'élévation et l'influence des réseaux sociaux. Même s'ils sont pas connus. Même si t'es pas nécessairement connu. Pas connu, mais t'es avec un étranger. Peut-être que George Clooney, là, puis t'es Julia Roberts, là, tu sais, comme... Moi, je me souviens, quand j'étais avec mon campeur, je me souviens, tu sais, des fois, tu passes dans des endroits où, à cette époque-là, moi, je me souviens, j'ai une photo de moi à travers le châssis. C'est un de mes amis qui me prend en photo. Puis, écoute, on a immobilisé toute circulation possible dans une ville. Okay? Il y a des milliers de personnes qui veulent juste voir des Blancs parce que la seule fois qu'ils avaient vu des Blancs, c'était lors du cinéma, le cinéma indien. Donc, j'ai une photo de moi, des milliers de personnes, puis les gens venaient juste nous toucher. Oh mon Dieu! Ouais, ils venaient nous toucher, puis ils repartaient, puis ils riaient, un peu comme un adolescent qui vient de donner son premier French. Là, toi, t'es à l'aise avec ça. Au fond, ça fait 12 fois que tu vas en Inde, fait j'imagine que moi, je suis prêt à joues le jeu, puis t'es à l'aise avec ça. On était à l'aise, on le découvrait aussi. Là. C'est quelque chose à laquelle tu es confronté dans ton expérience de vie. Mais c'était quand même quelque chose, parce que tous les bus et les camions nous klaxonnaient, il fallait qu'on bouge de là. Mais on était pris dans une foule, on a créé un embouteillage monstre, juste parce que le fait qu'on était blanc. Mais peut-être qu'ils pensaient vraiment que vous étiez des acteurs américains, peut-être, là, vraiment. Oui, mais ça, c'est pas durant ce voyage-là, c'était un autre voyage. Ah, OK, en 95, 96, il n'y avait pas encore l'effet des réseaux sociaux et des téléphones et tout ça. Donc, eux autres, ils n'avaient pas eu l'accès de voir. Donc, ça a dû faire... Tu as dû vraiment voir la différence parce que tous les Indiens, ils ont des téléphones là, maintenant. Fait que, tu sais, comme dans les trains... Tout le monde sont sur leur téléphone, sur leurs réseaux sociaux, tandis que toi, quand tu voyageais avant, c'était c'est parce que tu étais en contact. Mais ça, c'est partout dans le monde. Fait que c'est pas différent. Qu'on soit au Canada, les Indiens aussi sont rivés sur leur non, écran. même les sadhus là-bas sont avec le téléphone. C'est quoi un sadhu? Un sadhu, c'est un peu comme le moine, c'est le moine hindou. C'est ceux qui sont habillés en orange. Des fois, on les voit un peu comme les fakirs, ceux qui vont dormir. Eux autres, ils ont tout le monde un téléphone. Même les moines. Même les partout, moines. Wow. Même, j'appelle ça des moines, c'est des sadhus. On les voit souvent là, en orange. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, c'est ça, je les ai vus au Myanmar, parce que moi, je suis allée au Myanmar, ce qui est le plus près, le plus semblable de l'Inde où je suis allée. Puis j'en voyais beaucoup de moines, avec leur habit orange ou rouge. C'est super beau quand tu les vois en gang. Mais ils n'étaient pas sur leur téléphone. Mais je suis allée, ça fait peut-être 5-6 ans. Puis non, j'avais pas remarqué, ils n'étaient pas sur leur téléphone. J'avais trouvé ça bizarre. Non, je sais pas. Mais tout le monde a un téléphone. Fait que, c'est juste... Ils l'ont sur eux, puis là, ils veulent prendre une photo. Fait que, c'est pas tellement différent qu'ici, là. C'est clair. À ce niveau-là. Mais à la base, là, vous êtes allé en Inde, pourquoi? Pour faire des festivals? C'était quoi l'objectif de ce voyage, le backpack-là? C'était de faire un voyage ensemble. Oui. Donc, c'était le premier voyage ensemble, puis on voulait un voyage significatif dans un endroit spécial, puis... Moi, comme j'avais dit, j'avais été une fois en Inde, mais plus au nord, où est-ce que c'est un peu plus... au début des Himalayas, le Ladakh, où est-ce qu'il y a aussi beaucoup de monastères, c'est très bouddhiste. Puis l'Inde, c'est ça, c'est tellement grand. Puis chaque région est complètement différente, comme juste la bouffe est différente, même le langage, la façon que les gens s'habillent. Fait que c'est tellement riche en culture que moi, je voulais quelque chose comme... Je voulais vraiment un beau voyage comme ça. Puis, Martin, c'est son pays préféré. Puis moi, j'avais une belle expérience, fait que j'étais comme, let's go, on y va, puis... Puis c'est très diversifié parce que tu peux avoir autant le côté désert, tu peux avoir le côté plage, bord de mer, tu peux avoir la jungle, tu peux avoir l'Himalaya, tu vas avoir les montagnes, le côté pré-Himalaya avec les arbres, mais tu as aussi le côté au Ladakh, où c'est un peu comme si tu étais sur la Lune, parce qu'en fin de compte, il n'y a plus vraiment de végétation, c'est plus de la roche, de la neige. Donc c'est très diversifié et tout ça, il y a tout le côté aussi culturel, mais culturel qui est souvent lié directement avec la religion. Donc, tu as une grande partie qui est hindoue, mais tu as plusieurs États qui sont musulmans. Tu en as d'autres qui sont plus vers le nord et certains vers le sud qui sont bouddhistes. Tu as certains dans le coin de Goa que c'est chrétien. Donc, il y a une belle diversité culturelle et religieuse
d'un point de vue d'éveil spirituel. T'en as pour ton argent. Là. Je pense que vous êtes... excuse-moi. Non, oui. puis j'allais dire justement, puis tu as plusieurs ashrams. Donc, tu as le côté développement yoga, le côté, le côté ayurvédique, le côté, il y a beaucoup de gourous. Des vrais? Donc, des vrais. J'ai fréquenté justement certaines, un peu comme à Pune, qui est avec les disciples de Osho, donc au niveau des sannyas. C'est quelque chose qui m'a permis justement de me développer personnellement et spirituellement, qui a été Fait que t'as passé du temps là-bas avec un gourou. Oui. OK. Oui, dans un ashram qui est pour moi une des plus belles et les plus grandes universités de développement personnel, dans la diversité de tout ce qu'ils peuvent offrir comme développement personnel. C'est quoi tu fais quand tu vas là? Tu fais de la méditation? Il y a tout. En fait, quand je pourrais te dire, il y a méditation, mais il y a tout d'un point de vue d'éveil. Tu peux avoir autant des cours de massage que des cours de tantra. C'est tout ce que tu peux avoir comme cheminement d'évolution et de développement personnel. Mais sous forme de cours. Ça peut être des cours, mais ça peut être des échanges. C'est des grands lieux de rencontres où c'est des gens qui viennent de partout dans le monde pour pouvoir... Parce que tout le monde est un peu comme en quête personnelle de meilleur être. On espère toujours devenir une meilleure personne. Et ça, c'est quelque chose... L'Inde, pour moi, c'est une de mes plus grandes sources d'inspiration pour... Ouais. C'est quand que tu étais allé là? Ça fait combien d'années que tu es allé dans le... Comment tu appelles ça? Un ashram. Ouais. Écoute, la première année que j'ai été là, c'était là, ça remonte en 89-90. OK. Puis c'est là que tu as commencé ton développement personnel? C'était comme au début? Bien, c'est toujours, je dirais toujours le fait de voyager. Tu es toujours confronté à dépasser tes limites, à surpasser, puis à toujours à repousser ses limites. Hein. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre, les autres, une autre culture, cette diversité-là. Donc, c'est sûr que l'ashram m'a emmené une porte plus grande ouverte pour un saut direct dans qui je suis et de quelle façon je peux devenir une meilleure personne. Ouais. OK. Je savais pas que ça existait. Intéressant. Oui, en Inde, il y en a plusieurs ashrams. Okay. Ouais. Juste à Rishikesh aussi, c'est l'endroit le plus populaire pour justement apprendre le yoga. Fait qu'il y a énormément d'Occidentaux qui vont aller là pendant des semaines, des mois, pour prendre leur cours de yoga, puis méditer. Oui, ça pour la méditation puis le yoga, comme c'est sûr, je savais là, que tu peux apprendre ça puis aller vraiment en profondeur dans ces pratiques-là en Inde, mais tu sais, avec un gourou, avec toutes sortes d'ateliers, de cours sur tu sais, plein d'autres choses que le yoga, la méditation. Je savais pas nécessairement qu'il y avait ces endroits-là, en tout cas. Mais est-ce que c'est ça que vous avez fait aussi là, pour revenir dans votre voyage à vous deux? Est-ce que vous en avez fait du yoga, de la méditation? Oui. À Rishikesh, on était... moi, en fait, c'était un endroit que t'étais pas allé. J'étais jamais Parce qu'il avait été 12 fois, puis là, j'étais comme, OK, on va au moins trouver une ville que Martin n'est pas allé. Là. Fait qu'on était... fait qu'après Varanasi, justement, on était passé quelques jours à Rishikesh. En fait, toutes les villes qu'on a faites, pour moi, c'était des villes coup de cœur. C'était vraiment beau. Puis là-bas, ben moi, c'est ça. C'était plein de... Il y avait beaucoup d'expatriés. Fait qu'on se sentait pas tant déstabilisés. Là, puis il y avait plein de restaurants véganes. Puis ça l'a beaucoup développé à travers les années. Puis ouais, on a fait quelques classes de yoga. Là. Puis moi, ça a été les meilleures sessions de yoga que j'ai jamais faites de toute ma vie. Là. C'est des petites classes, puis genre le prof va vraiment venir te voir, puis il va venir comme prendre il va dire inspire, puis expire, puis là, il te pousse dans ta posture, puis t'es comme oh my god, genre. Fait que c'est comme vraiment là, après 1 heure de yoga, je me sentais comme si j'avais fait 1 heure de physio, là, comme je me sentais tellement ouverte, puis je peux comprendre, si tu fais ça tous les jours pendant 1 mois, tu deviens extrêmement flexible. C'était les meilleurs... Ils étaient tous indiens, les profs? Oui. OK. Pas tant d'expats. Parce que souvent, je fais de la méditation puis du yoga quand je voyage. Puis c'est souvent des étrangers, des expats, les profs. Ouais. Mais là, c'est des locaux. Oui, les expats viennent apprendre des locaux. Puis j'ai vu le yoga sous une autre facette. Là. C'était, tu sais, le yoga, c'est devenu une mode un peu, tu sais. Fait que, mais là-bas, c'est vraiment... Ils sont là avec toi. Genre, un prof de yoga
pour moi, en tout cas, depuis mon voyage en Inde, vraiment, il devrait venir te voir puis comme t'aider à pousser dans ta posture, pousser ta limite. Puis c'est vraiment tout avec la respiration aussi. Fait que je trouvais que c'était vraiment... En tout cas, moi, j'ai adoré mes classes là-bas. Pour moi, ça a été... J'ai vu le yoga sous une autre facette. Parce que toi, tu es une adepte de yoga déjà dans ton quotidien. Oui, j'en ai fait... Ouais, j'en fais régulièrement. Mais là-bas, c'était autre chose, complètement autre chose. Même que ça me donnait le goût d'y retourner peut-être pour prendre un cours puis juste d'approfondir ma pratique, là. Mais Rishikesh est quand même la capitale mondiale du yoga. Donc, tu sais, c'est les meilleurs profs, entre guillemets, ou yogis qui sont présents là-bas. Là. Ouais. Donc, puis comme une classe d'une heure, c'est 5 $. Là. Parce que c'est ça le coût de la vie en Inde. Là, c'est un peu comme en Thaïlande. Là. Ici, c'est complètement... c'est pas cher comparativement au dollar canadien, ce que je veux dire. Oui. Une des raisons aussi pourquoi on voulait aller là, c'était le billet est plus cher. Oui. Ben, ça j'arrive du Mexique, là. Puis, je vais dire franchement, je suis d'accord avec toi. Le Mexique, ce que je viens de vivre comme expérience, je suis parti 2 semaines avec ma fille, et puis je trouve ça beaucoup plus cher qu'au Québec. Plus cher qu'au Québec? Définitivement. Depuis 1 an, puis j'ai parlé avec des gens qui sont là, puis qui vont là à chaque année. Et là, ils disent, OK, c'est ma dernière année. Là. Voyons, t'étais dans quel coin? Dans le coin de Zipolite, Mazunute, dans ce coin-là. OK, je peux aller dans ce coin-là. Ouais. Plus le côté pacifique. Mais c'est juste depuis la dernière année. Il y a 1 an, c'était différent. Mais pour le prix du billet d'avion, moi, ça m'a coûté 1 300 Et c'est le même prix pour aller en Inde. Là. Donc, je trouve que, honnêtement, si on a à choisir entre les 2 destinations, moi, j'aurais plus aucun doute vers où est-ce que je m'en vais la prochaine fois. Ah, ouais, plus qu'au Québec, ben voyons. OK. Ouais. Okay. Ouais, ben c'est aussi l'influence américaine qui est beaucoup présente de plus en plus. Là. Mais il y a aussi l'effet de la COVID qui a emmené énormément de gens à dire, OK, là, je suis insatisfait là où je suis et je m'en vais là. Donc, tu sais, tu as beaucoup plus... les gens arrivent puis ils se disent, OK, je me permets tout. Là. Ça fait 3 ans que je voyage pas. Puis, on allonge les dollars. Puis, eux autres sont pas fous. Là. Donc, ils se disent, OK, il y a de l'argent en masse, on augmente les prix, et puis that's all. Oui, comme tu dis, moi, j'ai remarqué ça, là, depuis la pandémie, il y a énormément de Canadiens et d'Américains qui vont au Mexique. C'est accessible, c'est juste au sud. Surtout pour les Américains, il y en a énormément de la Californie qui vont en Basse-Californie, qui vont dans... Fait que, tu sais, ils arrivent avec des dollars canadiens, des dollars américains, fait que tous les prix ont tellement augmenté. Puis il y en a beaucoup qui se sont achetés, justement, comme une seconde maison, un terrain au Mexique. Durant la pandémie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés chez eux puis qui ont juste accumulé de l'argent dans leur compte en banque. Puis à ce moment-là, ben, les terrains, les maisons aussi avaient toutes baissé au Mexique. Fait qu'il y en a énormément qui ont investi. Fait que, ça a vraiment changé. C'est l'offre et la demande. Et là, je pense qu'il y a énormément de demandes et puis ils sont pas fous. Je pense qu'on ferait fort probablement la même chose. On est là pour... on parle de liberté, mais il y a une liberté financière aussi qui vient avec parce que l'argent nous permet de réaliser nos rêves. Et puis, donc, si tu peux l'accélérer dans ta réalisation de tes rêves, ben, tu te dis, OK, pourquoi pas moi? Là, je le vois très bien, mais j'ai rencontré des gens qui étaient là sur place et puis même, on avait des amis qu'on était rencontrés. Puis, ils ont vu depuis la dernière année, c'est quasiment le double. OK. T'es pas loin du double. Ouais. Ben, je pense que c'est ça, parce que moi, je t'avais parlé de Isla Mujeres. J'avais adoré Isla Mujeres au Mexique. J'étais allée là, je pense, il y a 2 ans à peu près, j'étais allée là. Puis, bon, c'était un peu plus cher que le mainland du Mexique, c'est sûr, parce que t'es sur une petite île paradisiaque, mais c'était quand même, j'avais pas remarqué que c'était si cher que ça. Puis toi, t'es allé dernièrement à Isla Mujeres, puis tu me dis, c'est une île de riches, ça. Moi, j'avais pas prévu un aussi gros budget. Puis j'étais comme, ben voyons, c'est pas si pire que ça, mais je pense que ça a beaucoup changé depuis que moi, je suis allée il y a 2 ans, puis là, en plus, on y retourne. Mais même le mainland, parce que moi, je suis allée au Mexique pendant la pandémie, puis aussi, je trouvais que, tu sais, j'étais comme, ben, ça coûte rien. Tu sais, je faisais la conversion, puis là, j'étais comme, c'est combien ça en argent canadien? Là, je regardais, mon Dieu, 10 $, ouais, let's go, on se gâte. Mais là, maintenant, je suis comme, c'est beaucoup plus, plus cher, mais c'est un avantage, justement, comme tu dis, d'aller en Inde. Ben, le billet va, en ce moment, il coûte l'équivalent. Mais ton coût de la vie là-bas, il est bien meilleur. Tu vas, mettons, on dit un hôtel. Vous, j'imagine que vous ne preniez pas des dortoirs, vous preniez des chambres privées. Ça revient à peu près à combien pour une nuit? 15-20 $. Où? En Inde? Ouais. Ah oui, gros max. Puis, comme notre hôtel la plus chère, je
je pense que c'était 35, puis ça, c'est parce que je l'avais réservé sur Booking.com. J'avais vu une belle photo, puis j'étais comme, parfait. Puis on arrive là-bas, puis c'était genre une cage à poules, là. On n'avait même pas d'espace pour comme, mettre notre sac par terre. Puis c'était la chambre la plus chère. Ouais. Ben, ouais, qu'on a payé durant le voyage. Puis là, c'est là que j'ai vite compris. Je suis comme, OK, arrête de réserver en ligne, fais confiance à la vie. Puis je pense qu'on est resté 3 jours. Puis les 3 prochains jours, on a rencontré des gens, puis là, ils sont comme, il y a un ashram qui vient d'ouvrir. On était là, on avait une grande chambre, on payait 2 fois moins le prix. Incluant, je pense, le petit déjeuner. Il y avait une salle de méditation. Puis on pouvait cuisiner, puis il y avait plein de choses. Puis c'était moitié prix. C'est pour ça que je dis, il y a une influence présentement technologique à laquelle on a créé un besoin, on a créé une habitude de dire, ah ben non, écoute, on y va avec sécurité, puis on va tout réserver d'avance et tout ça. Mais en réservant d'avance, puis je reviens à ce que je disais tantôt, c'est que tu perds une certaine sensibilité de la vie parce que tout est planifié. Donc, moi, ma vie a été construite ou elle a été mise en évidence par rapport à des messages, par rapport à qu'est-ce que la vie a envie de te proposer. Donc, si tu planifies tout, tu n'as plus d'espace à la créativité ou à ce que la vie va te présenter. Tu es moins à l'affût des opportunités. Ben, tu es moins à l'affût. Parce que, tu sais, si quelqu'un te dit « Ah, il y a un endroit qui vient d'ouvrir, là, si tu sais que tu as déjà booké ton mois, tu vas faire comme... Tu vas peut-être pas faire attention à cette information-là, tandis que là, tu vas faire comme « Ah ouais, c'est intéressant, est-ce que tu peux me montrer, tu sais? » Fait que... Ouais. Parce que dans le temps, quand on voyageait, puis avant toutes ces histoires de téléphone-là, on arrivait dans un village ou dans une ville, puis on voyait peut-être un autre... touriste. Un autre touriste. Et puis là, où tu allais dans un restaurant que tu savais que tu avais entendu parler, puis là, il y en avait 4-5 qui sont là. Hey, dans quel coin vous habitez? Hey, super belle place, là-bas, tout ça, on va demander. Donc, il y avait toute une fraternité de pouvoir... rehausser, je dirais, ta notion de ton voyage avec le contact humain que tu avais. Là, maintenant, tu renvoies dans un restaurant, puis je me souviens, à Varanasi, on s'était payé un beau petit restaurant, il y avait plein de couples qui étaient là, puis tout le monde était sur le téléphone, personne ne se parlait. Je suis là, my God, on est face au Gange. Il y avait... Écoute, il y avait un spectacle devant nous, et là, on regardait autour de nous, hein, tu te souviens? Oh, oui. Et tout le monde était face à leur téléphone. Donc ça, pour moi, c'est pas voyager. Ouais. Si tu es pour répliquer les mêmes habitudes de vie, de qu'est-ce que tu vis dans ton quotidien, puis tu t'envoies dans un espace absolument merveilleux pour vivre une expérience, puis tu es dépendant de cette machine-là, bien, j'ai vraiment l'impression que tu passes à côté de ton voyage. Ben ouais, je comprends. Je l'ai vécu quand j'étais allée à Bali. C'était tellement magnifique. C'est tellement magnifique, Bali. Puis tu as des temples. Puis on allait visiter les temples, puis c'était des files de personnes, mais surtout les femmes qui respectaient pas les normes vestimentaires, qui étaient quasiment en bikini. C'était pas... Ils n'étaient pas habillés de façon respectueuse pour être dans le temple puis ils étaient tous en file pour prendre des photos qui vont sur Instagram. Fait que c'était toutes des files d'influenceurs qui ils prenaient même pas le temps de marcher puis de regarder puis de s'imprégner de l'endroit qu'ils étaient en train de visiter. Ils rentraient, ils allaient à l'endroit là, le plus qui doit photographier. Ils faisaient la file, ils étaient sur leur téléphone, puis après ça, ils sortaient du temple. Il y avait, comme les touristes occidentaux, en tout cas étrangers, ils prenaient même pas le temps d'apprécier le lieu. Puis, ça me dérangeait, là. Moi, ça me dérangeait vraiment ça me frustrait. J'essayais de faire abstraction. C'est des influenceurs, de pas les regarder, de faire abstraction pour moi avoir ma pleine expérience. Mais ça m'avait vraiment dérangé. Ils réussissaient dans leur truc, ils t'influençaient, mais pas de la bonne façon. Oui, c'est ça. Comme j'aurais vraiment voulu les enlever pour vraiment pouvoir comme vivre l'expérience pleinement, puis de la manière qu'on est censé la vivre, là. C'était comme juste plein de gens qui respectaient pas l'endroit, puis qui prenaient même pas le temps de regarder, puis de marcher, puis d'apprécier le lieu. Fait que moi, ça venait vraiment me chercher. Je sais qu'il faut pas, là. Tu sais, quand il y a quelque chose qui te dérange, c'est un miroir, puis il faut que tu t'observes, tu ramènes ça à toi-même, puis tu te dis, attends un peu, pourquoi ça vient me chercher? Mais je pense que c'est dans des endroits aussi super touristiques comme ça, des hotspots, ben là, c'est sûr que les gens vont vouloir aller prendre leurs photos. Parce qu'on était dans des endroits où est-ce que c'était pas trop touristique, puis là, t'étais vraiment en contact avec le peuple. Puis, fait que je pense que ça dépend de l'endroit, mais c'est sûr que plus l'endroit devient populaire, puis c'est un spot à Instagram, ben c'est sûr que tout le monde va vouloir aller prendre leurs photos. Mais je pense que c'est à ce moment-là que t'es comme, OK, là, il faut aller trouver d'autres destinations moins connues.
Parce que je pense que je comprends que ça peut faire peur, mais à un moment donné, il faut aussi se dire qu'il y a d'autres endroits dans le monde qui sont pas encore découverts, puis que tu peux aller où est-ce que ça va être... Mais parce que, tu sais, on parle des réseaux sociaux, c'est sûr que là, c'est un fléau, le téléphone, puis là, t'en as parlé, tu voyageais avant que ce soit avec y en ait, en fait. Mais juste, OK, on met de côté Instagram. Moi, je m'imagine pas vivre, pas vivre, mais pas voyager avec mon téléphone, simplement parce que, ben là, je me dis, OK, GPS. Bon, là, tu vas me dire, il y avait des cartes dans le temps. Mais mettons, là, tu descends, là, peu importe tu vas où dans le monde, tu descends de l'avion, là, tu sors de l'aéroport, là, le Uber, moi, j'aime bien ça. Mais là, je comprends. Tu peux aussi trouver un autre taxi. Mais tu sais, il y a plein de choses que ça facilite quand même le voyage. Ça nous rend aussi un peu plus paresseux, on va l'accorder. Mais avant, dans le fond, c'était tout organique, ce que tu faisais, comme tu viens de dire. Tu descendais, tu prenais ton taxi. Après ça, tu te rendais à l'hôtel, tu demandais s'il y avait de la place. Bien, déjà, tu rentres en contact avec une personne, un être humain, plutôt que d'entrer en contact avec une machine qui est supposée de te dicter ton chemin que tu dois suivre. Donc, moi, je préfère le côté dans la relation humaine. Ça me fait penser, moi, avant qu'il y ait les téléphones, si tu voulais avoir une communication avec quelqu'un, il fallait que tu prenais un téléphone, tu allais attendre à la queue. Il y a des gens, là, probablement, qui doivent se réidentifier par rapport à ça. Mais c'était de la poste restante. Donc, tu envoyais ça dans une capitale, les gens qui t'écrivaient, puis ils t'écrivaient une lettre que tu allais chercher à la poste, à la General Post Office. Et là, c'était très émotionnel. C'était pas quelque chose qui était instantané. Moi, je me souviens une fois, j'étais parti en voyage et puis il y avait eu un tremblement de terre. Donc, justement, dans le nord de l'Inde, il y avait je sais plus combien de centaines, voire peut-être des milliers de morts. Puis j'avais dit à mes parents, c'est dans ce coin-là que je m'en allais. Puis là, ça faisait peut-être, je sais pas, 4-5 semaines que j'avais pas parlé avec eux. Puis eux autres, ils avaient fait des démarches. Ils étaient sûrs que j'étais mort là-dedans. Ils avaient contacté l'ambassade indienne à Ottawa. Ils avaient contacté le gouvernement canadien. Puis là, ben, moi, je leur téléphone, 5 semaines plus tard. « Hey, salut, ça! T'es pas mort! » Puis là, ils me racontent tout le truc. Ils étaient convaincus. Mais 5 semaines, quand même, c'est un long délai. Parce qu'on se donnait pas. Oui, mais dans ce temps-là, faut se dire, hein, les communications ont beaucoup évolué. Parce que quand tu voulais téléphoner de l'Inde, là, tu prenais le téléphone, puis quand tu parlais, là, c'était l'autre que tu entendais. Là, tu étais toujours en train de te parler un par-dessus l'autre parce qu'il y avait un délai peut-être de 3-4 secondes dans la communication. C'était pas évident. C'est pas comme aujourd'hui, ce que c'est quasiment... avec la caméra, puis c'était instantané par rapport à tout ça. Dans ce temps-là, c'était autre chose. Donc, téléphone, c'était pas vraiment une notion de plaisir, nécessairement, parce que c'était une prise de tête avec tes neurones, parce que tu étais toujours en train de parler par-dessus l'autre qui t'écoutait, puis c'était pas évident. Mais tout ça pour dire que il y a une grande différence. Est-ce que c'est la plus grande? Est-ce que le téléphone... Dans l'évolution des voyages, je pense, c'est sûr que le côté technologique, c'est sûr que vous restez dans une base de référence afin d'assurer une certaine sécurité. Hein, je veux dire, le GPS, c'est sûr, dans ce temps-là, moi, je me souviens, quand je suis parti avec mon campeur, je suis parti 2 ans et demi de temps, et puis ce n'était que des cartes. Puis s'il n'y avait pas la route sur la carte, bien, t'arrêtais. Tu allais cogner quelque part ou tu rencontrais quelqu'un sur la route pour essayer de t'aiguiller. Puis à ce moment-là, ben, la personne dit « Hey, ben justement, je m'en vais par là. Allez, embarque. » Puis là, tu faisais un bout de chemin. Puis là, ben, tu sais, mais si tu fais juste ton GPS, c'est que tu refermes la coquille pour vivre le moins d'expérience possible. Pour moi, parce que j'ai connu d'autres choses. Parce que pour moi, c'est ça, le contact humain était tellement, tellement important que tu sois dans le désert ou dans les montagnes, t'embarquais des gens, ils t'emmenaient, puis ils étaient tous contents, t'allais vivre une expérience dans leur famille, puis eux autres étaient toutes fiers, puis tu sais, c'est quelque chose que je trouve qu'il n'a plus. Il y a beaucoup moins de place à toute cette improvisation relationnelle dans laquelle j'ai goûté aux deux, là, tu sais, dans l'évolution de ça. T'as-tu une préférence? Ah, définitivement. Avant, définitivement. Si tu avais le choix, ce serait avant. Oui. Mais au fond, tu continues à voyager de la même façon que tu voyageais avant ou tu as fait des changements? Bien, là, présentement, j'ai deux versions, parce que j'ai une version personnelle, j'ai une version professionnelle, parce que là, je suis accompagnateur de voyage pour Louise Drouin. Et ça m'amène justement, c'est un peu plus une agence haut de gamme, donc parfois, ben c'est plus d'entrer... entre guillemets, dans un personnage où ce que tu es là pour faire vivre le plus beau voyage aux gens.
Ou si tu le prends de façon personnelle, ben à ce moment-là, c'est sûr que c'est bien différent. Là. Tu y vois davantage par rapport à ce que tu as envie de vivre personnellement comme expérience. Ben moi, je le fais des fois, là, comme où je pars en trek toute seule. Puis bon, oui, j'utilise un peu mon GPS, mais je vais me promener d'un village à un autre village. Puis bon, je vais avoir quand même mon hébergement de bouquet parce que justement, je suis toute seule. Puis je veux pas comme arriver dans un village, tout est fermé, puis je dors dans le parc, là. Mais, tu sais, je me fais un juste milieu de justement parce que je marche, puis je vais de village en village, ben il y a des gens qui s'arrêtent, qui me demandent si j'ai besoin d'un lift ou, tu sais, les gens, ils me parlent parce que, justement, je suis toute seule, puis j'ai mon backpack, puis je suis en train de marcher. Fait que je le fais de cette façon-là. Parfois, je me prends quelques jours dans mon voyage où je fais ça. Mais tu me donnes envie de plus le faire, tu sais, de vraiment comme... choisir un voyage où je me dis, je book pas mes hébergements, je sais pas où je vais aller, ce qui va m'arriver, de vraiment le faire au complet, là, un voyage au complet où au jour le jour, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Comme j'ai vraiment envie de l'essayer, je vais l'essayer. Mais c'est vrai que ça donne le goût. Mais en même temps, je suis convaincue qu'il y a une différence aussi, il faut être conscient par rapport à homme-femme. Tu sais, là, dans le sens où tu es un homme, il y a peut-être une certaine, pas facilité, mais tu sais, un degré de sécurité de plus, ou je sais pas, tu sais. Ça peut être une petite différence. Ça dépend comment est-ce que tu le définis. Parce que j'ai rencontré plein de filles seules en voyage, que ce soit en Inde ou ailleurs, et puis qui n'ont jamais manifesté quoi que ce soit, ou ce que leur vie a été en danger. Ça a toujours été une belle expérience. Souvent, notre imaginaire, c'est un peu comme tu vas aller nager présentement dans la mer, puis je pense que la première chose que tu as quand tu es en plein milieu, c'est Jaws. Tu as peur de te faire bouffer une jambe par un requin, mais pourtant, c'est arrivé peut-être quelques fois. Oui. Donc, ça dépend toujours un peu qu'est-ce qu'on te pousse dans l'imaginaire. C'est sûr que tu n'iras peut-être pas te mettre dans un grand rassemblement d'hommes dans un pays, puis je ne veux pas porter de jugement non plus, mais tu sais, à connotation peut-être plus musulmane ou quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, tu viens d'exposer quand même une diversité culturelle et d'influence relationnelle qui peut peut-être te mettre un peu plus en danger. Mais je ne peux pas vous raconter d'anecdotes de qu'est-ce qui s'est passé ou ce que des femmes ont été vraiment, ont subi quelque chose ou quoi que ce soit. Parce que ça a souvent été une belle expérience. Hein. Puis moi, j'ai voyagé toujours toute seule. Là, fait que moi, ma première année, je suis partie en Afrique pendant 10 mois, puis j'avais pas d'itinéraire. Là. J'avais quelques places que je voulais aller, mais c'était comme day by day. Fait que en Inde, on était là 3 semaines. Fait que moi, je voulais make the most out of it. Là. C'est pour ça qu'on était un peu plus organisés. Mais moi, j'ai eu aussi des voyages où est-ce que je savais pas trop où est-ce que je m'en allais. Puis je faisais du couchsurfing. Puis j'ai jamais eu de comme mauvaise expérience. Puis fait que tu voyageais avec des amis aussi ou c'était vraiment toute seule avant de voyager avec Martin? Ah, hein? Est-ce que tu étais tout le temps toute seule ou avec des amis tu as voyagé? Ben, je veux dire, quand je partais, tu sais, je suis partie 4 ans. Ben, j'ai fait 10 mois en Afrique. Après ça, j'ai enseigné en Chine 2 ans. Fait que là, j'étais comme plus sédentaire. Mais après ça, je partais... je partais toute seule. J'étais toujours toute seule. Puis des fois, je me faisais des amis en chemin. Je partais, tu sais, je voyageais quelques semaines, quelques jours avec eux. OK. Mais je partais toute seule et je revenais toute seule. OK. Fait que t'es jamais vraiment partie avec un ou une amie? Non, moi, j'aime ça être... j'aime voyager seule. OK, cool. Ouais. En fait, ça a été... Quand j'ai commencé à voyager avec Martin, j'étais comme, OK, là, ça veut dire que Martin va toujours être avec moi maintenant. Comme, ça m'a fait quelque chose parce que j'aime. Il va toujours être là maintenant. Ouais, je suis comme, OK, je vais toujours avoir quelqu'un. Puis à un moment donné, même en Inde, ça m'a comme énervée parce qu'à chaque fois qu'on descendait quelque part, tout le monde allait voir Martin pour comme, hey, tuk. Puis moi, j'avais plus mon travail. Comme moi, qu'est-ce que j'aime de voyager tout ça, c'est justement, je dois me débrouiller. Faut que j'aille voir les gens, faut que je sorte de ma zone de confort. Puis en Inde, tout le monde allait voir Martin vu que c'était l'homme. Fait que, des fois, c'est le fun, mais des fois, ça m'énervait aussi parce que je suis comme aussi, là, je veux comme faire mon voyage. Je veux pas que ce soit tout le temps lui qui prend les décisions, mais il veut pas, les gars, tout le monde allait voir Martin. Puis à un moment donné, ben, il me dit, on est sorti, je m'en rappelle plus, c'était où? À Varanasi. Non, à Varanasi, quand on est sorti au niveau de la gare du train. Puis là, je t'ai dit, OK, débrouille-toi. Ouais, c'est ça, on est sorti, puis là, il a dit, OK, va nous trouver un tuk-tuk. Puis là, fait que j'ai aimé ça, parce que j'ai comme, bon, fait que là, je bargainais, puis... Mais j'avoue que voyager en couple, surtout avec un homme, ça facilite la vie. Il y a des femmes qui peuvent aimer ça. Moi, j'aime ça. Il y a des côtés, il y a des bons côtés, mais il y a un côté aussi où est-ce que mon indépendance puis la femme qui est capable de se débrouiller toute seule, elle a comme
je l'ai mis de côté un peu. Ouais. Mais c'est ça, parce que c'est ça, c'est votre premier voyage de couple, puis ton premier avis. Dans le fond, que tu disais, c'est votre premier, ouais, c'est ça. De longtemps de même, ouais. Puis, tu sais, j'imagine, est-ce qu'il y a des frictions à un moment donné? Est-ce qu'il y a des... Ben, ça dépend de tout le monde, mais est-ce qu'il y a des points où c'est déstabilisant? Parce que là, vous l'avez dit, l'Inde, c'était pour vous faire déstabiliser, là. Vous en avez eu pour votre argent. Fait que, est-ce que, à un moment donné, t'es comme, c'est plus dur, vous avez l'impression que c'est plus dur en couple, ou au contraire, vous vous soutenez puis c'est plus facile? Ben non, on a vraiment passé un beau voyage. Moi puis Martin, on a vraiment une bonne communication. Là. C'est sûr que il y a des petits moments où est-ce que justement la première soirée où est-ce que genre on cherchait un hôtel, on a fait 2-3 hôtels, puis là j'étais comme on aurait dû réserver là, là je suis tombée un peu dans mes mécanismes de défense. Puis après ça, mais notre voyage a comme eu une évolution du début à la fin. Comme à la fin là, puis même Martin me l'a dit à la fin, j'étais comme genre peace out, tu sais, genre il y a pas grand-chose qui me dérangeait, puis c'est parce que aussi l'Inde c'est tellement différent que ça prend quasiment 1 semaine à 10 jours avant d'intégrer la culture, avant de comprendre comment ça fonctionne. Il y a tellement d'énergie. Puis moi, je suis une hypersensible, fait que je ressens beaucoup genre, les bruits, le monde. Puis les premiers jours, t'es comme, oh my God, genre ça bouge, il y a les odeurs. Ça l'arrête jamais. Comme il y a toujours quelque chose. Fait que ça prend du temps avant de comme vibrer genre aux mêmes vibrations que l'Inde. Puis, fait qu'après 10 jours, je te dirais que c'est là que je commençais à flower. Fait que 3 semaines, c'était très court. C'est sûr que si on partirait un 6 mois, bien là, ça serait complètement différent. Là. Mais au niveau des frictions, non, c'était pas... c'était plus des petites affaires de comme, tu sais, genre, on aurait dû réserver. Ah, puis finalement, on s'est trouvé quelque chose, puis... Non, c'est parce qu'on a quand même une belle... on est connectés ensemble. Ouais. Donc, on est un peu... L'un est un peu le supplément de l'autre. Donc, on est toujours en train de rehausser l'expérience de notre quotidien. Donc, ça, c'est notre base déjà en tant que couple. Là. Puis, à la fin, ben, je t'avais écrit une lettre là, en revenant, puis je disais que c'est le voyage qui a comme un peu changé. Ben, ça a changé ma vie. Tout change ma vie, là, à un certain niveau. Mais j'ai dit que c'était le voyage où est-ce que j'avais retombé en amour avec Martin. Parce que je le voyais... J'ai vu Martin sous une autre facette que je connaissais pas. Le Martin, genre, très aventurier, qui est... Tu sais, lui, on arrivait quelque part, puis tout le monde... Il se mettait à parler à tout le monde. Genre, il s'intégrait tellement facilement avec la culture que j'étais comme... Wow, comme ça me... Il était dans son élément. Oui, il était vraiment dans son élément, puis je trouvais ça vraiment beau, puis j'étais comme... Tu m'as beaucoup inspiré. Puis, ouais, ça m'a juste fait le goût de continuer de voyager ensemble. C'est ça que ça fait. Au final, ça te dérange pas que Martin il soit toujours là maintenant. Finalement, t'es content. Oui, puis des fois, on faisait des petites journées où est-ce que moi, je partais toute seule faire mon petit jogging, faire mon yoga, tu sais, des petites matinées seule, là, parce que j'adore être avec toi, mais j'aime aussi être toute seule. Mais oui. Je trouve ça important quand tu voyages en couple de pas nécessairement te mettre la pression d'être 24/7 avec la personne. C'est ça que je suis en train de comme intégré dans la tête de mon chum, là, parce que lui, il est très 24/7. Je suis comme, mais quand on va commencer à voyager ensemble, je vais vouloir peut-être avoir mes cours de méditation, de yoga, partir une journée de mon côté, toi, tu pars de ton côté. Fait que, comme je suis en train d'essayer de... Oui, parce que c'est votre voyage, mais c'est aussi ton voyage. Puis il faut que tu fasses, toi, qu'est-ce qui te fait plaisir, là, tu sais, parce qu'il faut pas que tu... Mais c'est juste de trouver un équilibre, puis c'est juste de se communiquer tes besoins, puis même avant le voyage, tu sais. Moi, je pense que c'est important de pouvoir se satisfaire soi pour être en mesure de satisfaire l'autre. À la base, il faut que ça commence déjà par toi. Puis après ça, ben là, tu es en mesure, dans ton enthousiasme de vie, de pouvoir t'uplifter avec l'autre. Oui. C'est clair. C'est clair parce que c'est ça souvent. Ben, moi, j'ai souvent entendu qu'en couple, là, même avant de vivre avec ton partenaire, pas en voyage avec. Puis là, c'est quand tu es déstabilisé. Peut-être pas une petite semaine à Cuba, tu n'es pas aussi déstabilisé que ça, mais là, tu le fais puis tu vois parce que là, tu peux pas te cacher derrière tes barrières parce que t'es pas dans ton quotidien, t'es pas chez toi, comme t'es pas dans ta routine. Fait que là, tu sais, les masques t'es fatigué. Oui, c'est ça. Tu peux être plus à fleur de peau, plus fatigué, plus... Donc, c'est là que tu peux voir si, justement, vous, c'est le cas, vous avez une bonne communication, puis c'est parfait, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent être surpris, là. Je pense que j'avais entendu ou lu une histoire sur les réseaux sociaux, comme quoi, genre, un couple qui ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble, ils se connaissaient plutôt bien, mais ils sont partis en voyage, puis ça a explosé, puis ils ont fait comme, mais voyons, on n'aurait jamais cru que c'était eux qui se cachaient sous le masque. C'est drôle, c'est parce que c'est vraiment ce que je dis à tout le monde qui disent qu'ils vont se marier. Je dis, t'as-tu voyagé? Non. Prends-toi au moins 1 mois avant de t'engager, parce que le mariage est quand même un engagement de très long terme, en tout cas, entre guillemets. Et ça, j'ai toujours dit, là, fait juste 1 mois, 24 heures sur 24, avec
ton compagnon, ta compagne de vie. Puis après ça, ben, si tu passes vraiment, tu vas voir la personne dans toutes ses facettes. Ben c'est ça, il faut que ta communication elle soit vraiment bonne parce que tu as une tonne de décisions à prendre à chaque jour. Voyager, c'est juste faire des choix, prendre des décisions constamment. Fait qu'il faut que ta communication elle soit, tu sais, c'est ça, à te permettre de vivre ça de façon agréable, tu sais, à chaque jour, de devoir, ben là, on mange quoi, on fait quoi, on va où. Puis les deux, il faut que les deux aient que leur désir soit comblé, c'est ça. Fait que c'est beaucoup de possibilités de friction, puis d'insatisfaction, puis de frustration. Fait que comment tu gères ça? Faut que ta communication en tant que couple soit excellente. Là. Puis le fait d'être confronté comme ça dans un milieu qui est autre. Puis quand je parle de voyage, je ne vais pas dire hey, je m'en vais 3 semaines, un mois en Floride. Là. Je parle vraiment d'un voyage qui va te sortir de ta zone de confort ou ta zone habituelle. Et à ce moment-là, je pense que c'est assez révélateur. Moi, j'aurais envie de parler d'un autre voyage que vous avez fait suite à l'Inde. Vous avez fait un autre voyage en couple. Vous êtes allé à Burning Man. Oui! Ben, déjà, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi Burning Man, pouvez-vous expliquer, puis aussi un peu nous expliquer l'expérience que vous avez faite là-bas? Bien, moi, je commencerais juste par mettre en préliminaire. On s'est rencontrés dans un festival qui s'appelle Burning Moon. Et même cette première journée qu'on s'est rencontrés, on s'est dit « Hey, on devrait aller à Burning Man. » Ben, on va aller à Burning Man. Mais on parlait... connaissais pas, mais on parlait de ça. Mais on disait les deux que Burning Man, ça a toujours été un endroit qu'on voulait visiter. Moi, ça fait plusieurs années que... Je pense que c'est ma grande sœur qui m'en avait parlé. Elle m'avait montré des images. J'étais comme, mon Dieu, dans un désert. C'est quoi exactement? Mettons pour ceux qui ne savent pas. Ben, c'est c'est pas un festival. On peut appeler ça un festival, mais c'est un rassemblement. On est 80 000 personnes où est-ce que c'est vraiment l'art, la musique... vraiment le contact humain, où est-ce qu'il n'y a pas non plus d'argent qui est échangé. Fait que tu dois acheter ton billet, qui est environ 500 US. Puis ensuite, une fois que tu arrives sur place, c'est dans un désert, dans le désert du Nevada, le Black Rock City, où est-ce que, comme quelques mois avant, il n'y a rien. Puis là, c'est une ville qui est construite en quelques semaines et c'est ça, tu as 80 000 personnes de partout dans le monde. C'est beaucoup américains, canadiens, mais tu as quand même des Européens. Et là-bas, c'est de l'échange. C'est comme en fait, c'est pas de l'échange, c'est du gifting. Non, en fait, c'est pas de l'échange, c'est du gifting. Fait que, comme nous, on était avec un camp de Montréal qui s'appelait des Dusty Beavers, puis nous, on avait 3 soirs sur les 7 jours, on faisait de la tire d'érable sur neige. Fait que nous, notre gifting, notre cadeau qu'on offrait à la communauté de Burning Man, c'était de la tire d'érable. Mais là, il faisait quelle température quand vous étiez là-bas? C'est 30-35 degrés. C'est chaud durant le jour, puis c'est frais la nuit. Mais comment vous avez sur la glace, là, comme à la cabane à sucre? OK. Ben, la seule chose que tu peux acheter à Burning Man, c'est de la glace. C'est la seule chose que tu peux acheter monétairement. Là est venue l'idée, on va faire de la tire sur glace. Ils ont une machine où est-ce que ça fait de la neige, puis on faisait de la tire d'érable. La seule chose que tu peux acheter, c'est ce qui veut dire que ta nourriture, tu la procures comment? Tu amènes tout ce que tu as besoin pour survivre pendant une semaine. Fait que tu amènes ton eau, tu amènes ta nourriture, tu amènes tout ce que... Faut que tu sois... Il y a 10 principes. Puis il y en a un qui c'est justement le self-sufficient. Fait qu'il faut pas que tu t'attendes à recevoir de la nourriture des autres. Il faut vraiment que tu amènes tout ce que tu as de besoin. Fait que c'est des gens extrêmement débrouillards, extrêmement aventuriers. En tout cas, moi, c'est les plus belles personnes que j'ai rencontrées. C'était à Burning Man. Ça a changé ma vie. Puis là, vous y allez, j'imagine, en véhicule parce que là, tu n'amènes pas ta cruche d'eau dans ton avion. Là. Tu il y en a plusieurs qui vont par avion puis qui vont justement participer via un camp parce que le camp va offrir une certaine structure. Parce que le camp va offrir, par exemple, les glacières, les vélos. Les vélos. Parce que là-bas, c'est tellement grand, c'est 25 km². Faut que tu te promènes en vélo. Puis il n'y a pas de resto, là. Il n'y a pas de magasin. C'est parce que tu dis un village, mais c'est une ville qui est construite, mais... À partir de rien, c'est du sable à la base. Oui, puis c'est construit... c'est sûr qu'il y a certaines infrastructures, ça prend quelques semaines à construire, mais l'ensemble, je dirais 95% est construit en quelques jours, parce que les gens débarquent tous ensemble, on fait des heures et des heures d'attente, on s'en va, puis ensuite on va installer puis tu dors dans... le camp, puis on dort dans une tente, ou on dort dans ton VR, ou peu importe. Tu t'organises, c'est un genre de camping... Puis t'as de tout, là.
T'as des gens qui vont dormir dans des petites tentes, quelque chose de super basique, puis t'as des gens avec de l'argent qui ont leur gros VR, puis qui ont... Puis ton 500 US que tu payes pour ton billet, techniquement, il est investi dans quoi? Ah, ben l'expérience, là, toute l'infrastructure, God. les arts là-bas, tu sais, ils mettent beaucoup les arts de l'avant, fait que partout sur la playa, qui est genre, tu sais, t'as tous les camps, puis ensuite tout le reste du désert. Je me suis toujours demandé pourquoi on appelle ça la playa. Ben, C'est une plage. Ben, c'est du sable. Oui, ben oui, mais il n'y a pas d'eau. Non. Non, c'est ça. dans le t'es dans le désert. désert. Puis OK, c'est juste C'est l'espace Ouais. plat où est-ce que tu as toutes les arts. Les structures. Quelqu'un un jour a artistiques. décidé que ça s'appelait la playa, même si on est dans le désert puis il n'y a pas d'eau. Ouais. OK, Exactement. bon, c'est censé faire du sens. OK. Non, mais je me suis toujours posé la Mais question. oublie pourquoi on pas que appelle ça dans la le playa? désert, des fois, quand tu regardes avec la chaleur, c'est que tu as Ça un fait peu de la comme l'effet du photo. mirage. Ouais. Donc, tu peux voir un peu comme OK. de l'eau. Donc, tu peux le voir avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. OK, c'est bon. C'est un. Je m'en rappelle plus, ça fait combien d'années De quoi? que Ça Burning existe? Man? Oh, écoute, moi, ça fait au moins 35 ans que j'entends parler de Burning Man. Puis Dans t'étais mes premiers... jeune. c'est plus que ça. C'est plus que 35 ans. Mais là, ça Ouais. a pris de l'ampleur. Oui, là. c'est Ça ça. devait Là, pas c'est commencer à toujours 80 un 000 peu en train personnes. de prendre de l'ampleur, c'est sûr. Mais c'est pas fait nécessairement pour tout le monde non plus, parce que tu es toujours en train de repousser tes limites. On a eu des tempêtes de sable. Oh, oui, c'est. On a eu de la pluie. Vous avez eu de la il y a boue eu cette des année? choses, il y De a la eu de pluie la en boue désert. cette année. Oui, ça a été, oui, oui. c'est la première année, je pense, en 35 ans que. Oui, c'est ça, Ah. parce que Mais- c'est ça, cette année, ça a été particulier Ouais. avec la boîte. Puis Ouais. je pense que c'est ça, c'est la première fois que les gens ont vécu ça, là. Ouais, on n'était pas préparés. C'était la première fois, mais Ben voyons donc. c'était un des moments les plus incroyables. Hein. Écoute, c'est là où ce que tu vois comment est-ce que l'être humain arrive à s'adapter en fonction de son environnement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Tu pouvais avoir des gens qui se promenaient tout nus à se lancer puis à danser dans la boue. C'est comme un genre de et puis, Woodstock. c'est Cette plus qu'un année- Woodstock. Ben, cette parce année, ça que- le. Ouais, c'était un peu chaotique. Mais aux nouvelles, ils ont mis ça comme si c'était genre en situation d'urgence nationale, mais tout le monde avait du fun. Là. Tout le monde. Oui. Les gens de Burning Man sont prêts à tout. Puis on le savait qu'il allait avoir de la pluie. Ils l'ont dit 24 heures d'avance. Donc, comme là, il va y avoir de la pluie pendant quelques jours. Comme, préparez-vous. Genre, on n'avait rien vraiment préparé qu'à part. On s'attendait. On se préparait T'as fait quoi? mentalement. Vous aviez une tente, là, fait que c'est sûr que l'eau, on a rentré. Là. Non, C'était- non, on non? avait. OK. On Vous avait aviez fait une en bâche, sorte- non? Il y Ouais, avait elle un avait une toit bâche pour protéger par-dessus. les tentes Ouais. des gens de votre camp. Oui. OK. C'est ça qui est le fun aussi avec le camp, c'est que tu arrives, c'est comme. Il y a une C'est infrastructure organisé, qui est là, on là avait pour une cuisine. agrémenter ton séjour. OK. Ça, c'est sûr. Mais si je reviens à Burning Man, pour moi, j'ai vécu quand même bien des expériences dans ma vie très diversifiées. Et Burning Man est quand même l'endroit où ce que j'ai prononcé le plus de « wow ». Tu es continuellement en train de dire « wow ». Ça sort de toute, je dirais, ton imagination. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel je dirais toujours à quelqu'un, vivre Burning Man, ça va être dans les expériences les plus wild que tu peux vivre. Ta-da-da-da, va falloir rester à l'écoute de notre épisode la semaine prochaine d'être là. J'ai aimé l'effet sonore. Pour avoir la suite de notre conversation avec Juliane et Martin. Dès la semaine prochaine, en fait, on va en connaître plus sur ce rassemblement qui est Burning Man. Ce rassemblement qui a changé leur vie et qui me donne vraiment envie d'aller changer la mienne aussi puis d'y participer. Puis on va savoir pourquoi exactement ça a changé leur vie. Ouais, si t'es curieux ou curieuse d'en savoir plus sur Burning Man, tu veux pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. Juliane et Martin vont nous partager des anecdotes très croustillantes de ce rassemblement international artistique. Donc, manque pas ça la semaine prochaine. Et entre-temps, suis-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, les Backpackers Podcast. Donc, voilà. À la semaine prochaine. Ciao!